Bonsoir et bienvenue à ce 4e épisode de Café Plot. Ça faisait longtemps et si vous me demandez pourquoi, ma réponse c'est parce que, je suis pas subventionné, hein, qu'est-ce que tu veux, on fait ce qu'on peut. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon amie et réalisatrice Isabelle Grondin. Allô Isa? Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Je pensais que t'allais sortir l'affaire des ex. Ah mon Dieu! Non, c'était plus spontané, ça marchait plus. Ouais, j'avais fait. Écoutez, on a fait. En fait, j'avais fait une petite joke à notre première take. Je l'ai pas gardée. C'est correct. Fallait être là. Hein? Oh! Donc aujourd'hui, on ne s'attarde pas sur un courant cinématographique particulier, ou presque, hein, parce qu'on va quand même introduire un peu la production. Mais bon, on va s'attarder sur un film en particulier, et ce film-là, c'est Ilsa, She-Wolf of the SS. Production canadienne. Oui, canadienne, canado-états-unienne. Sortie en 1975. Comme je disais, Ilsa, She-Wolf of the SS est un film d'exploitation, plus précisément de Nazi-exploitation. Toi, Isabelle, je crois qu'on te connaît surtout comme italophile, comme amoureuse de giallo et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton amour du cinéma d'exploitation? Il y en a, les Italiens en ont fait beaucoup de cinéma d'exploitation. D'ailleurs, donc je dirais que en découvrant les gialli, en découvrant aussi tous les autres sous-genres, assez rapidement le cinéma d'exploitation, puis nécessairement de Nazi-exploitation. J'en ai vu quand même quelques-uns. Il n'y en a pas eu tant que ça, hein, je crois, des Nazi-exploitation, en fait. On peut pas dire que c'est un sous-genre qui a été si prolifique, ça a été quand même sur une courte période, puis en même temps on peut comprendre parce ça a été le précurseur, comme tu m'avais déjà dit, je crois, du Women in Prison. Je pense que le Women in Prison a été plus prolifique que le Nazi Exploitation. Absolument. Oui, puis mais en même temps on peut comprendre aussi pourquoi, parce que bon, c'est assez niché là, comme sauf que ça vieillit assez vite. Ça vieillit, en fait, je sais même pas si on peut dire que ça vieillit au sens où c'est tellement élevé, les thématiques là-dedans, on parle de faits tellement dérangeants, puis d'une époque tellement trouble, c'est quelque chose que tout le monde veut oublier. En fait, je dis tout le monde veut oublier parce que c'est vraiment horrible, puis... le film nous dit qu'il ne faut pas oublier. Oui, mais c'est ça, mais il y a quelque chose de fou de faire un film qui se sert de ça comme trame de fond pour exhiber des femmes tout nues, puis tu sais, faire du petit BDSM cheap, puis je sais pas, il y a quelque chose de quand même pas très sain dans tout ça, là. En tout cas, bref, ça a pas duré longtemps, puis c'était vraiment mieux comme ça. Il y a rien de moral là-dedans, puis c'est assez impensable de savoir que ça se retrouve sur Amazon Prime en ce moment. D'ailleurs, d'ailleurs, pour prendre mes notes, tantôt, je le regardais par section sur Amazon Prime, parce qu'il y a des sous-titres. OK. Il y a des sous-titres sur Amazon Prime, je comprenais mieux... Est-ce que c'est seulement celui-là ou t'as les autres aussi comme... Non, il y a juste le premier maintenant, puis le transfert est pas aussi bon que sur la copie DVD de Anchor Bay. Que je précise parce que j'ai pas encore vu le transfert 4K qui est disponible maintenant à l'achat. Je sais plus c'est quelle compagnie, mais j'ai bien hâte de voir ça. Déjà que la copie Anchor Bay est assez belle, assez clean. Bref, est-ce que t'es prête? Est-ce que je passe au fun fact? Au fun fact, on va donner des petits crédits avant, mais les fun facts ne tarderont pas, sont tout de suite après. Absolument. Donc, l'année, je l'ai dit, l'année de production, c'est 1975. Le film est réalisé par Don Edmonds, qui a réalisé également le deuxième Ilsa. Ça a été produit par David F. Friedman, qui a produit également beaucoup de films de Herschel Gordon Lewis, dont Blood Feast et 2000 Maniacs, si je me trompe pas. Les writers, on a John C.W. Saxton, qui a aussi scénarisé Happy Birthday to Me en 1981 et Class of 87 en 82. Je sais pas si tu connais ces films-là. Moi, je connaissais le Classe de 1984, mais celle de 87, je la connais pas. C'est peut-être moi qui ai mal écrit aussi. J'écris pas très bien. Ouais, mais c'est quand même des films qui flirtent avec justement un peu ça, là, certaines thématiques du cinéma d'exploitation. Donc, le gars était en terrain connu. Ça, c'est intéressant de voir ça. Oui.
Et c'était aussi... Bon, il y a un autre scénariste qui est Jonah Royston. Lui, j'ai rien trouvé de croustillant sur lui. Malheureusement. Make-up, là, j'ai pogné quelque chose. Au maquillage, on a Joe Blasco, qui a fait aussi le maquillage sur des films de David Cronenberg, les premiers, en fait, dont Shivers et Rabid. Donc voilà, same make-up effects. Et le deuxième volet de la saga Elsa. Ouais, les make-up sont très bons d'ailleurs. Absolument, c'est bien dégueulasse. Et la cinématographie est de Glenn Rowland, qui a aussi fait la cinématographie sur Pigs, point d'exclamation, 1973. Que j'ai pas vu, mais que le poster m'a toujours intrigué. Hein, la femme à moitié nue avec des cochons qui voilà, il y a des cochons autour d'elle, ben voilà. Ok. Histoire de la production du film. Mes sources, by the way, ça vient d'un article du Toronto Star d'octobre 2018, voilà, source fiable. Ça part d'un studio qui s'appelle Cinepix, oui. qui est fondé à Montréal en 1962. Par John Dunning et André Link. Donc c'est le studio qui a starté les Maple Syrup Porn. As-tu déjà entendu parler de ça, des Maple Syrup Porn? Ben, spontanément, je pense à des porn québécois, tout simplement. Ben oui, c'était des soft porn en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce terme-là. Ben oui, c'est mon petit chat. Mon petit chat qui est là. J'avais un cours de cinéma québécois à l'université, puis on m'avait appris que les Maple Syrup Porn, c'était des productions style La Pomme, la Queue et les Pépins. Productions c'est style... ça, mais c'était de la soft porn. Mais du Québec, ça. le Maple Syrup, c'était pour le Québec, right? Ouais, c'est ça. Okay. Québec, Canada. Ouais. Bon. Gilles Pierre, il en a fait beaucoup. Oui, exactement. J'ai La vraie nature de Bernadette. Ça, je sais pas si... Puis Fournier aussi, puis... Quel autre film qui... Les Chabotés. Ah, ça, je l'ai pas vu. Les Mâles. Valérie, c'en est-tu? Les Mâles, ça, je l'ai pas vu, mais c'est avec la non, chanson d'Isabelle Pierre. Je suis pas sûre, Valérie, que ça pourrait en être un dans ce sens-là. Ah. C'était quand... Mais peut-être, en fait, je dis ça. C'était pionnier pas mal, mais... Anyways, je trouvais ça intéressant quand même que Ilsa parte de ça, d'un sous-genre typiquement québécois canadien. Voilà. Mais ça distribuait surtout des softcore nazis. Donc ça distribuait, ça produisait pas encore. Mais après avoir distribué une coupe de softcore nazis, ils décident de produire le leur. Alors, ils donnent 10 000 $ aux producteurs pour chier un film en 6 semaines. Fait j'allais trouver le budget, je crois. Hein? Ben voyons donc. 10 000 $, puis en même temps, ça fait du sens parce que les décors, ils ont pas eu à payer les décors. 10 000 US? 10 000 US. Je sais pas à quel point c'était beaucoup pour l'époque, mais non, pas être tant que ça. Mais pas être tant que ça quand même. C'est absolument rien du tout. Ah. Ça a jamais été rien, là, mais là, c'est vraiment... Non, à 75, c'était pas plus d'argent, là. C'était absolument rien. On savait que c'était une production fauchée. Ça semble vraiment pas beaucoup. Respect quand même, hein. Respect. Fallait des gens d'âme, fallait des gens de cœur. Mais en fait, ça me semble presque improbable parce que 10 000 $ pour ce degré de production-là, la quantité d'acteurs, les locations, les costumes, les effets spéciaux, faut que ça mange ce monde-là, faut les déplacer, tout l'équipement caméra. Je suis pas capable d'imaginer que ça a pu coûter 10 000 $. Je me demande à quel point il y a peut-être pas une mauvaise information dans cet article-là ou ça tout le monde a été bénévole ou en tout cas, I don't know. Mais je crois que c'était vraiment une micro-équipe technique. Fait que du monde à nourrir, il y en avait peut-être pas tant que ça. Les scènes avec les figurants, ils ont peut-être tourné ça toute la même journée, en 6 semaines. En tout cas, va voir. Alright, donc, dernier fun fact. Ilsa est inspirée d'un vrai personnage historique qui était Ilse Koch, j'espère que je le prononce comme il faut, qui était la femme d'un chef du camp de concentration de Buchenwald. Donc elle, ça n'a jamais été prouvé, mais il y a énormément de rumeurs comme quoi elle violait et torsionnait des
les prisonniers, en fait, puis il semble-t-il qu'elle avait une grosse libido, puis voilà, semble-t-il que c'était une grosse nymphomane, et les plus belles étiquettes du monde. OK. Donc, voilà. Ah oui, puis j'avais aussi une petite note dans la culture, pour l'impact d'Ilsa dans la culture populaire. Je pensais qu'elle allait avoir plus de références que ça, mais finalement, la seule que j'ai trouvée, la seule référence officielle, c'est dans le Grindhouse Double Feature de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. C'était dans une fausse bande-annonce réalisée par Rob Zombie qui s'appelait Werewolf Women of the SS. Donc, les femmes loups-garous des SS. Puis la commandante était jouée par... En fait, celle qui fait Elsa. Non, même pas. Sherry Moon Zombie. Ah oui, évidemment. M'a rajouté un poudoum-tch. Ouais. Donc, est-ce qu'on est prêt à entrer directement dans l'action? Absolument. Parfait. Donc, ça va droit au but. Le film débute avec un message d'avertissement en rouge, hein, pour nous donner fausse bonne conscience. Hein, comme quoi, ce qu'on s'apprête à voir sont des choses qui se sont réellement produites et que l'unique raison pour laquelle cette production existe, c'est pour qu'on n'oublie pas, hein, que ces atrocités se sont passées. En fait, si je peux me permettre, je pense que le warning déjà fait partie vraiment du traitement de l'exploitation, pas seulement du nazi-exploitation, mais du exploitation tout court à la base. Parce que déjà, avec cet avertissement-là qui nous promet des trucs graphiques, des trucs interdits, des trucs qu'on n'a peut-être jamais vus, les horreurs de ci, de ça, c'est ce qui est vrai. Mais mon point, c'est que ce warning-là, il contribue à mettre le spectateur vraiment dans un espèce d'état d'alerte. Parce qu'on dit, OK, on va vraiment te montrer du contenu élevé, puis dérangeant, puis t'es prévenu, un petit peu comme les genres de docu, comme les Faces à la mort, puis tout ça, tu sais. Fait que déjà là, avant même que le film commence, on essaie vraiment de te foutre une espèce de trouille, je sais pas quoi. Fait que déjà là, il y avait du gros exploitation avant même que le nazi embarque. Oui, on est déjà dans la grosse provoque. Exactement, ouais. Donc, et après ça, on commence avec Ilsa qui baise un détenu. Hein, elle le chevauche solidement. Mais il vient trop vite et elle lui dit « Ah, you should have wait. Wait. You should have wait. » C'est souvent ça qui arrive, hein? Et voilà. Donc, elle s'en va se terminer. C'est n'importe quoi, là. Ben, écoute, justement, elle s'en va se terminer sous la douche. Une séquence qui terminer dure... sous la douche. Oui, elle va se terminer okay, ça. Elle va se faire... Il y a une séquence très longue où est-ce qu'elle va se doucher, il y a un gros plan sur ses gros seins. Oh oui, non, je me souviens. Ça, elle prend la douche, téléphone, puis voilà, on voit qu'elle satisfait elle-même parce que voilà, personne ne peut satisfaire Ilsa, parce que c'est quand même Ilsa, hein, elle n'a pas encore trouvé son alpha. Donc voilà, quand elle sort de la douche, elle escorte le monsieur avec ses deux gardiennes, vous pourrez dire ses deux assistantes, Maigrette et Ingrid, évidemment. Donc, elle l'amène dans une... Elle, au pluriel, l'amène dans une... Elles sont toutes blondes, hein, faut préciser. Elles sont toutes blondes. Oui, elles sont toutes blondes aux yeux bleus, elles attendent toutes leur cue. Représentantes de la race pure aryenne. Oui. Voilà. Absolument. Puis voilà, puis tout le long, eux autres, ils ont pas trop d'expression faciale, sont en arrière, puis pendant qu'ils se parlent, ils attendent leur cue, définitivement. Bref, elles emmènent le monsieur dans une salle d'opération pour le castrer. Et après ça, title card, on voit toutes les détenues qui sont transportées au camp dans le camion, donc elles sont toutes en close-up. Est-ce que tu voudrais commenter ça? Parce que c'est toi qui avais fait le commentaire lors du visionnement. Moi, j'ai noté ça. En fait, c'est que, tu sais, tout le film est tourné en close-up pratiquement, puis que justement, close-up, ça traduit quand même un gros problème au niveau budgétaire, parce que justement, on n'a pas accès à la location au complet. C'est compliqué, puis aussi, on n'a pas beaucoup de figurants, on n'a pas beaucoup de... Alors, il faut vraiment jouer ça très serré dans le cadre pour maximiser nos deux seuls figurants, pour montrer qu'on a une méga armée, puis montrer notre coin de salle pour montrer qu'on a un 2000 pieds carrés.
Puis donc c'est ça. Alors, tu sais, il y a presque pas aucun plan, même pas large, hein. Il y a presque pas de plan, presque moyen. Il y a presque même pas de medium shot dans ce film-là. C'est assez incroyable. Il y en a pas beaucoup, puis ceux auxquels on a droit, ben on les doit à la série à laquelle ils ont volé les décors. Parce que voilà, c'est quelque chose, je sais pas si je l'avais précisé déjà dans les fun facts. Non, c'est ça, je pensais peut-être que tu allais en parler, que justement, ils ont utilisé ces décors-là bon, parce que ça coûtait absolument rien. Parce qu'ils allaient s'en débarrasser, puis on fait, bien écoutez, avant de mettre ça aux poubelles, nous, justement, on a besoin de mettre le feu à nos décors. Donc, puis de toutes les décrisses. Fait qu'on peut-tu acheter à rabais ou même avoir gratos les décors qu'anyway vous allez jeter aux poubelles pour que nous, on puisse mettre le feu dedans? Parce qu'on en a besoin dans notre film. Ouais. Puis de tout saccager. Puis je pense que ça a été that's the deal. Fait que, mais heureusement qu'ils ont eu ça. Ça a quand même contribué à la crédibilité de la location parce que, honnêtement, à cause que c'est quasiment juste des close shots, à un moment donné, on a de la misère à visualiser que c'est un camp. Tu sais, on voit. C'est ça, c'est comme tout le temps une pièce, peut-être dans un camp, mais on voit pas que c'est un camp, tu sais. Ouais, puis quand il y a des plans larges, ben ils sont interminables. On voit qu'ils sont contents de leur plan large. Le plan large n'est fini plus de finir. Ouais, mais ça, je pense que c'est propre à pas mal tous les films de ce genre-là, mais en tout cas, petit problème de pacing, mais... Next scene. Les détenus sont arrivés, sont tous alignés face à la commandante, qui leur explique un peu pourquoi elles sont là. Donc, vous allez aider la science médicale, vous allez aider le monde, blablabla, bla, 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 vous avez rien à craindre, vous serez bien traités ici, ta. Et tout de suite après, ben, elles sont toutes tout nues, en file d'attente pour consulter Ilsa. Donc voilà, elles sont dénudées, elles sont comme classées à ce moment-là. Il y a 2 directions possibles. Ilsa est à son bureau, elle leur dit toi tu vas de ce côté-là, toi tu vas de ce côté-là. Donc voilà, elle les évalue. Et la prochaine étape, la prochaine étape consiste à raser les détenus. Donc, elles font la file pour se faire raser la touffe par une 3e garde. Celle-là, elle est brune. C'est une... elle, c'est vraiment elle est méchante. Elle est méchante, puis on sait qu'elle est méchante parce qu'elle a du poil sous les bras. Ah, tu vois, moi, je m'étais pas rappelé de ce détail. En fait, par contre, je sais que le rasage, on est dans les milieux des années 70. Le poil, là, c'était vraiment comme... Je veux dire, c'était ça, là. Il y en avait partout. Donc, il y avait quelque chose de peut-être humiliant, un peu dégradant à faire ça. Puis, c'était le premier Nazisploitation. Puis, ça a vraiment donné le ton pour les autres qui ont suivi, au sens où le volet médical est super important dans le Nazisploitation parce que je pense qu'il est là dans... Again, j'ai pas vu tous les films de ce sous-genre-là, mais j'en ai vu quand même quelques-uns. Le médical, il est là dans tous les films. Puis le médical, c'est le meilleur prétexte à montrer du gore et des images. Absolument, du gore. Puis aussi des trucs vraiment comme fuckés là, que tu préfères subir à des humains. Donc, tu peux vraiment mettre des choses pas mal plus fuckées. Oui, aussi plus gore, mais surtout parce que, again, on est dans du film d'exploitation. Avant d'être un film de Nazisploitation, c'est un film d'exploitation. Et qui dit film d'exploitation, on parle de cul. Alors, le médical, c'est parfait pour montrer des filles nues sur des tables de gynécologue, des filles nues. Voilà. Bref, elles sont dénudées, elles sont classées. Ah, il y en a un personnage qui va devenir important, qui fait d'attitude à Ilsa. Avant même d'être à la salle de rasage, tu sais, elle lui fait un peu d'attitude, puis on voit que Ilsa est comment, toi? Je crois que tu l'avais surnommée Anna, parce qu'elle faisait penser à une actrice des années... Ouais, non, mais en fait, Anna, moi, c'était pour Anna Maiani, parce qu'elle me faisait vraiment penser à cette actrice-là du néo-réalisme italien. Elle a des airs, on s'entend physiquement, elle a comme une espèce de petite bouille un peu, mais ça s'arrête là pour les comparaisons. Voilà. Il n'y a pas de comparaison possible autrement. Elle est très photogénique, good for her. Donc, mais voilà, je voulais le préciser, puisque dans mes notes, j'ai écrit Anna, puis ça va être Anna pour le restant du podcast également. Donc, et pendant la séance de rasage, il y en a une qui n'en peut plus, hein, et pendant qu'elle se fait raser, elle pousse la garde brune
Et là, elle se fait ramasser par les deux gardes blondes qui leur disent « You will obey to us or you want more of this ». On voit d'ailleurs un autre bel exemple du traitement dans l'exploitation, parce que pour de vrai, de tout ce qu'elles vont subir, ces femmes-là, dans le film, c'est probablement l'affaire la plus vraiment soft qui va arriver, c'est de se faire raser le pubis. Honnêtement, là, c'est vraiment l'affaire la plus cool qui va leur arriver. Puis c'est à ce moment-là qu'il y en a une qui pète un câble, qui veut faire sa révolte. Mais ça, again, ce sont des situations, tu sais, quand on... Tu sais, ça existe plus, là, mais il y avait une époque, on expliquait, là, on disait des... Tu sais, des genres de scénarios prétextes à des scènes érotiques, puis pour de vrai, le fait que t'as cette fille-là, elle veut pas se faire raser, donc elle est déjà tout nue, les filles qui vont comme se pogner avec pour la maîtriser, donc tout ça, c'est prétexte à avoir des femmes en autorité sur d'autres femmes, en situation de vulnérabilité, donc il y a quelque chose de lesbien, de hard, soft, là, ça dépend des points de vue. Puis évidemment, on sait déjà qu'il y a un public, là, il y a un public cible là, pour ce genre de film-là. Ben oui, c'était les femmes. Ben oui, évidemment, c'est des films qui étaient faits pour Ginette, à la maison. Le retour des gosses. Ben écoute, moi, c'est quand même ma mère qui m'a parlé de ce film-là pour la première fois. Mais en même temps, tu sais, même ceux qui n'ont pas vu le film ont quand même entendu parler du film. Fait qu'il y a il y a ça aussi, tu sais. Mais quand même, comme tous ces films-là, c'était des films qui étaient faits pour des hommes, par des hommes. That's it. Et un certain type d'homme, là, en général, homme blanc, hétéro... Ah oui, la crème de la crème. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu sais, tu regardes aujourd'hui tout ça, là, c'est même pas une question que ça a mal vieilli. Ça peut pas mal vieillir. Ça a déjà comme pourri dans l'époque où ça a été. C'était déjà extrêmement douteux. Oui, c'était extrêmement douteux. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a pu motiver ce sous-genre-là. De tous les sous-genres, c'est celui que je trouve le plus... Money. Les gens vont être prêts à voir ça. Mais même les gens vont être prêts à payer. C'est le sous-genre que je trouve le plus... Ouais, douteux. Je sais pas, je vois pas de meilleurs mots en ce moment, mais je trouve ça... enfin, je sais pas. Je le comprends moins, celui-là, mettons. Ah, c'est du très très mauvais goût et nous voilà aujourd'hui en train d'en parler, d'en faire la promotion. Ben, parce que ça va jouer au Cinéparc bientôt. Il y a le Ilsa et la Tigresse de Sibérie qui va jouer en présentation. C'est passé malheureusement, on l'a manqué. Passé. On l'a manqué. Donc, pour vrai? Ah ouais, fait que Cri du cœur, on redemande des projections de Ilsa. Oui, au moins 2 par mois. Ah, ce serait le fun. Ou juste présenter les 4. Oui, un marathon moi, Ilsa. Moi, j'ai jamais vu toujours, donc j'aimerais vraiment cinéma du parc, cinéma moderne, j'espère que vous nous entendez. Sinon... Pâques s'en vient, donc je sais pas quand est-ce que tu vas mettre ça en ligne, mais les miracles sont toujours possibles. Alors... voilà, c'est lancé dans l'univers. Oui. Et j'arrive à la fin du bloc, en fait, avec Ingrid, donc une des 2 gardes blondes, qui promet tout simplement que la fille qui a voulu faire sa petite révolte, ben, elle va être punie ce soir. Parce qu'il y avait la méchante garde brune qui était comme... Oh, I will shave her so close that she will bleed. Ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est du gros SM lesbien, là. Ouais. Ben, tu sais, en tout cas, avec des costumes de nazis cheap. T'sais. Exactement. Et voilà, ça l'a engendré 2 autres suites. 3? 3, oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose dans ce bloc-là avant qu'on passe au suivant? Non, absolument pas. Parfait. Super, on passe à la prochaine scène. Ilsa, avec ses gros seins qui débordent de son chemisier trop petit, est au téléphone avec le Generald. Elle lui fait un update sur ce qui se passe au camp. Donc, elle raccroche après coup. Les détenus arrivent dans le dortoir. Les détenus UE. Les détenus masculins, eux, arrivent au camp. Parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Donc, ils débarquent au camp. Ilsa les regarde tous. Elle est un peu moins gentille qu'avec les filles au début. Et là, elle remarque un blond, un joli blond, hein, et elle lui dit « Hey, t'es blond, toi? » Et voilà, c'est un Américain. Il lui explique qu'il s'est retrouvé dans ce camp de concentration-là, malgré lui. Elle les amène dans une autre pièce qui est dure à décrypter parce que voilà, tout est en close-up. Mais bon, elle aligne tous les mâles
nus, puis elle trouve qu'ils ont tous des petits pénis. Et pendant ce temps-là, au dortoir, on retourne au dortoir avec les meufs, et elles se présentent tous. Il y en a qui sont là depuis plus longtemps que d'autres, et il y en a une qui déclare qu'elle a la syphilis. Et là, elle montre qu'elle a une moitié de la face ravagée. Voilà, c'est pas beau. Ben, en fait, là, on est carrément on est dans des moments bien graphiques, bien gore. On reste dans un cinéma d'exploitation, encore une fois. Là, on n'est pas dans les moments pour les mononcles qui ont hâte d'avoir de la nudité puis du catfight, mais on est quand même dans quelque chose qui nous rappelle que on voit quelque chose d'atroce, puis qui reste aussi dans le mood de l'avertissement qu'on voit au tout début, qui nous prépare à des scènes horribles, puis à comment les gens étaient traités en réalité, parce que là, dans le fond, ces images-là nous montrent un petit peu comment ça pouvait être. Puis, tu sais, pour de vrai, on peut même pas imaginer comment ça devait être en vrai, ça devait être épouvantablement dégueulasse. C'est pour ça que je dis, tu sais, ce sous-genre-là, pour moi, il est un peu obscur, et même, c'est un gros ovni, parce que je vois pas le but d'étendre ce concept-là autrement. Là. C'est tellement horrible tout ce que ces gens-là ont pu subir. Fait que, non, mais ça ne fait que commencer. Il y a énormément de gens qui en ont consommé manifestement parce que le cinéma, c'est aussi une business. Donc, pour qu'il y ait eu autant de productions qui se sont faites à cette époque-là, ça a duré à peu près 8 ans, là, le max, le Nazi-exploitation. So, ça n'a même pas été 10 ans. Ben, quand même. Fait que dans l'histoire du cinéma, c'est vraiment pas grand-chose, en fait. Ça a quand même été plus long que la nouvelle vague. C'était déjà presque 10 ans de trop. Ouais, I know. Mais tu sais, ça a quand même été un genre assez prolifique malgré tout. C'est ça aussi qui est étonnant. Puis si ça a été prolifique, ben, c'est parce que ça faisait des entrées puis des ventes. Alors voilà. Si on trouvait ça dégueu, la fille à la face de syphilis. This is the world we're living. Yes, it is. Bon. Eh oui. Bon, Sushi qui a décidé que. Oh, il est tellement cute. Viens, Tracy. Bon, il veut pas. Il voulait juste de l'attention quelques secondes. Donc, là, dans la prochaine scène, on tombe dans le vrai gros gore. On a un close-up d'une détenue qui se fait démolir le pied. C'est pas clair l'outil, mais c'est un genre d'étau qui lui transperce le pied. Elle a un bandage dans la face. Bien avant Misery. Bien avant Misery, en effet. Et là, on pense que c'est fait crever les yeux. Elle a comme un drap dans la face. On ne voit pas le visage, mais on voit qu'il y a deux beaux gros spots rouges sur ses yeux. Pendant ce temps-là, les méchantes gardiennes prennent son pouls. Parce que oui, c'est de l'expérimentation médicale. Hein, c'est toute bonne cause. Donc ils prennent des notes. Voilà, c'est un portrait assez glauque. Pendant ce temps-là, on a le... Oui. Faut quand même dire que... Pour de vrai, là, Ilsa, notamment Ilsa, le premier, il y a des moments dans le film qui sont quand même assez glaçants. Là. Pour une production aussi cheap, avec un sujet aussi médiocre et des acteurs aussi nuls, c'est quand même assez fou de voir qu'il y a des scènes qui glacent le sang dans ce film-là, qui sont très dérangeantes à regarder, puis qui ont quand même une efficacité sur le spectateur. D'un point de vue purement, il y a quelque chose d'assez terrifiant dans certaines images. C'était un bon exemple là, de cette femme-là. Puis les effets, c'était quand même très bien foutu pour le budget, en tout cas. Puis c'est fou de voir à quel point c'était quand même efficace ces moments-là, malgré tout. Encore aujourd'hui, ça fonctionne encore très bien. C'est pas juste le budget, là, au niveau de l'acting, c'était pas là du tout, là. C'était vraiment mauvais. Donc, on retourne avec le petit blond qui... ah oui, c'est la scène où est-ce qu'on entend les avions. Donc, près d'une clôture avec avec un de ses camarades. Donc, ils discutent, ils font connaissance. Et là, son ami lui parle du commandant de Ilsa. Il lui parle de la légende. Il lui dit que... Des fois, il y a des mâles qui l'accompagnent dans sa chambre la nuit et qui n'en reviennent jamais. Il se doute qu'il y a des trucs pas clean qui se passent dans le boudoir de Ilsa. Là, évidemment, il y a un enjeu sur la performance sexuelle des prisonniers, parce que là aussi, on est encore dans des espèces de codes d'exploitation, parce qu'on est encore dans quelque chose qui est en lien avec le cul. Puis... précisément dans ce cas-ci, c'est qui va bander le plus longtemps puis le plus fort.
On arrive à la punition de la détenue qui a pas voulu se faire raser le pubis. Donc la gardienne brune va la chercher dans son dortoir pendant la nuit et elle l'amène dans une pièce qui a l'air d'être un genre de bar privé, mais vraiment fauché, rempli de soldats qui sont sous, mais surtout très 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 horny. Donc la gardienne brune leur garroche la fille et là les hommes la violent, l'humilient, leur versent leur bière dessus. C'est assez rough comme scène. Pendant ce temps-là, t'as la brune qui est couchée l'autre bord, elle regarde ça, elle aime ça au bout. T'allais dire quelque chose, excuse-moi. Non, pas du tout. Je m'en Sushi, c'est Sushi qui voulait parler. C'était Sushi. Mais oui, on en était au... Donc, la fille qui se fait violer par plusieurs gars, c'est assez graphique, puis pour de vrai, tu sais, c'est ce que je disais tantôt, ça revient vraiment à... On est dans un film qui est quand même traitement choc pour ce premier nazi-exploitation-là. Fait que oui, il y a quand même des scènes de cul, puis il y a beaucoup de scènes, de moments qui sont prétexte à de la nudité un petit peu cheap, puis qui pourrait flirter avec quelque chose de très soft. On pourrait très bien rester dans de la X, tu sais, tout à fait standard, mais non, tu sais, à cause de ces shots-là, graphiques, sanglants, puis l'humiliation, puis tout ça, tu sais. Fait que là, on est dans une autre catégorie, puis à la limite, on flirte presque avec un peu l'horreur, d'une certaine façon. Ah oui, Donc c'est ça, tu sais. Fait que ça fait que ces scènes-là sont très difficiles à regarder. Puis que c'est difficile de ne pas porter un jugement sur les hommes qui se masturbent en regardant ces scènes-là, tu sais. C'est difficile de ne pas juger Jean-Paul qui voit une femme se faire mutiler par une femme puis plusieurs hommes, puis qui trouve que c'est un bon moment pour conclure. C'est ça. C'est dur de ne pas porter un jugement. T'sais, en fait... c'est encore une fois douteux. Et impossible pour moi de ne pas porter un jugement. Enfin, peu importe. C'est ce qui fait aussi que ce genre-là me fait un peu capoter, mais bon. Je ne peux pas juger ton jugement. Non, mais c'est clairement, pour moi, là, c'est comme une espèce de couche de film en parallèle au film porno. T'sais, c'était de la porno, mais c'était de la porno avec des éléments gore puis graphiques qui flirtent avec l'horreur, mais on relate toujours avec des choses qui se sont probablement déjà produites en lien avec la Deuxième Guerre mondiale puis les camps de concentration, puis c'est vraiment dégueulasse. Oui, donc, on mélange le softcore porn à des éléments véridiques assez horribles. Mais ça reste à la base, tu sais, si tu regardes vraiment à la base, c'est un film de cul. Tu sais, ce sont des films de cul. Tu sais, l'héroïne ici, bon, mais c'est Elsa avec son gabarit, puis c'est les années 70, tu sais, ça fait que t'avais comme un certain, I don't know, là, un peu Ross Meyer type dans ce cas-ci, mais... Pendant que la prisonnière se fait abuser, on voit en parallèle Ilsa et ses deux gardiennes topless qui cette fois s'apprête, qui s'apprête cette fois à fouetter à mort un homme et une femme en même temps pour voir lequel toffe plus longtemps. Parce que Ilsa, elle a une théorie selon laquelle les femmes sont plus résistantes à la douleur que les hommes. D'ailleurs, c'est le point qu'elle essaie de prouver tout au long du film, parce qu'Ilsa est une féministe. Cette scène-là, elle est vraiment intéressante. Puis c'est peut-être une des scènes les plus intéressantes du film, là-dessus. Ah, OK. Oui, moi je trouve ça, c'est que c'est une scène qui, effectivement, sous des airs féministes, parce qu'il y a quand même une portée de discours féministe, les femmes sont plus... en fait, c'est même pas féministe. Parce que les femmes, à cause qu'elles accouchent, à cause d'un paquet d'affaires, les douleurs en lien avec la menstruation, l'endométriose, n'importe quoi, que les femmes, donc, sont sujettes à vivre peut-être plus de douleurs que les hommes dans leur vie, puis donc qu'elles sont plus endurantes. Quand même, moi, je trouve que ces scènes-là sont prétexte à des trucs un peu plus SM, on va dire, où on va voir des femmes souffrir plus longtemps. Donc, il y a quelque chose de... Au lieu de voir la femme... Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est extrêmement male gaze. Absolument, parce que la femme, dans le fond, on la voit souffrir beaucoup plus longtemps que l'homme, puis pour montrer que la femme est capable d'en prendre plus, on va la montrer plus pour exciter plus les hommes qui aiment voir les femmes souffrir.
Puis, c'est pas... je suis pas en train de porter un jugement, je fais juste dire que, dans ce cas-ci, c'est pas tellement subtil, là. Oh non! C'est juste ça, là. Il n'y a pas une once de subtilité dans ce film. C'est correct. Moi, je trouve que là-dessus, ça a un petit côté sadomaso mal assumé. Moi, j'aurais peut-être plus assumé le petit côté, puis j'aurais peut-être traité cette scène-là différemment. Là, je trouve que c'est un peu... Un peu too much. Je sais pas, c'est assez maladroit, là, quand même, la réalisation du film en général. Ah non, mais donc, je peux pas m'empêcher de rire, pour vrai, à chaque fois que je vois les deux gardiennes couvertes d'huile, topless, qui fouettent. Ouais. Ils ont aucune raison d'être dénudés en ce moment, c'est juste... Ni d'être huilés. Ni d'être huilés, mais c'est du cinéma d'exploitation, le public est masculin. Mais again, c'est de la porno. C'est du film X. Moi, je vois pas de grosse différence entre ça puis des Emmanuel. La seule différence, again, c'est le petit saut de la Gestapo. Puis... Mais c'est ça. Elsa, ce qui est vraiment unique de Elsa, puis c'est pour ça que c'est intéressant de faire le review de ce film-là, c'est son traitement avec beaucoup de codes qui flirtent avec l'horreur. Il y a un côté un peu mondo aussi, côté graphique, tous les côtés aussi qui sont liés avec le fait que c'est une production qui est tellement ultra fauchée, les gros plans, tout ça, il y a un côté hyper interdit à ce film-là qui fait que, overall, c'est difficile de le mettre dans la catégorie d'un film porno parce que c'est un film qui est terrifiant en même temps. Donc, il y a des films qui ont été vraiment plus élevés que ça, qui ont été faits après. Moi, le plus élevé que j'ai vu, moi, dans ce genre-là, c'était les... Serais-tu Men Behind the Sun? Non. Ça, je considérais pas ça du tout comme un exploitation. Man Behind the Sun, je considère ça comme un film horreur, exploitation, parce qu'il y a quand même un côté exploitation dans le traitement. Mais puis il y a un côté aussi biopic là, qui est vraiment très 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 gros, mais c'est quand même basé sur des faits réels. Là. Fait que ouais, non, c'est une autre catégorie. Là, je dirais plus, mettons, c'est parce que j'essaie juste de me rappeler le titre, c'est Les dernières nuits de la Gestapo ou Les dernières orgies de la Gestapo, je me rappelle pas le titre, mais pour de vrai là, sérieux là, c'est hyper... mon Dieu que j'avais trouvé ce film-là dérangeant. J'ai pas été capable de l'écouter au complet. Je l'ai fait avancer par moments. Là. C'était à l'époque là, où j'écoutais beaucoup de films de tout genre, là, comme une petite éponge. Là, époque de la boîte noire, tout ça. Là, je jouais beaucoup de stock. Mais ouais, non, c'était fou. Là. Ça, c'était vraiment... ouais. Ouais, en tout cas, moi, je vais ajouter ça à ma watchlist. Merci pour le titre. Ouais, mais c'est... Non, pour de vrai, mais mon point, c'est que, c'est quand même ça, la Louve DSS, qui a un peu lancé le bal de tout ça, tu sais. Je pense pas que ces autres films-là auraient pu se faire s'il y avait pas eu peut-être fallait ce oser. qui donnait le ton. Fallait oser pour tenter le terrain. Ouais, parce que Ilsa, justement, aurait pu se contenter de juste faire des scènes pseudo-SM cheapette avec les costumes, puis de la torture, puis tout ça, soft. Mais le film a été plus loin. Il a vraiment voulu montrer les tortures qui étaient infligées aux détenus avec les conséquences physiques, les sévices, le sang, la douleur. T'sais, ils ont vraiment voulu rentrer dans toutes ces zones-là aussi. Je pense que c'est ce qui fait que le film a quand même quelque chose d'unique. Oui. Absolument. Puis moi, je continue à penser que c'est un précurseur. Ce film-là, particulièrement, je crois que c'est un précurseur de tout les splatters, les torture porn qui ont pu apparaître par après. Parce que, bon, le focus principal de ce film-là, outre les grosses boules, c'est la torture. C'est les scènes de torture qui sont enchaînées. Elles sont longues, elles sont... on focus énormément sur l'agonie. Voilà, je dirais que 30 ans plus tard, c'était des trucs comme ça qu'on voyait dans nos cinéplex. Peut-être pas... On n'était plus dans la nazi exploitation, ça passait déjà plus. Mais la grosse violence graphique... bon, en tout cas, j'ai bifurqué un peu. C'est quand même spécial de penser que ça l'avait joué au cinéma. C'est pas dans des cinémas pour adultes. Là. Ça joue dans le cinéma, c'était comme pour public averti, mais quand même, c'était là. Puis il me semble, j'ai déjà vu ça... Mais tu sais, j'ai pas vu ça comme parce que j'étais là live, là, j'ai vu ça comme... C'était
des trucs du passé, là, qu'elle s'était présentée en programme double avec je sais pas trop quel autre film. Double feature. Ouais, double feature, ça, puis je sais pas quoi, mais ça devait être... Il y avait quelque chose de génial en même temps là-dedans, là. Genre, ça devait jouer fucking quelque part à Shawinigan. Il y avait comme de la petite magie quelque part là-dedans, là. C'est fou, là, parce que quand tu penses à ça aujourd'hui, ces films-là, c'est vraiment des ovnis. Tu peux pas les mettre dans aucune catégorie, tu sais. Du Nazi-exploitation, c'est complètement... une étoile filante, si on peut appeler ça comme ça, dans l'univers du cinéma. Il y en a eu une, elle est partie, elle reviendra jamais. C'est sûr que ça reviendra jamais. Puis... Ouais, puis faut pas oublier non plus, là, moi je repense des fois, là, c'était tout tourné en 35, là, c'était la grosse affaire, là. Tu sais, quand même, là. Non, mais l'image est magnifique, faut leur donner ça. La photographie est pas tout le temps magnifique. L'image est magnifique. Là. D'ailleurs, je sais pas si à un moment donné, je sais pas quand ça va être le temps de plugger ça, mais ça, c'est une chose d'Elsa. Pour de vrai, il y a une esthétique pas dans tout le film, malheureusement, mais il y a quand même certains moments dans ce film-là qui a vraiment un esthétisme visuel on s'attend pas à ça dans ce genre de production-là, vraiment pas. Non, ça fait du bien. Oui, quand même. On fait OK, c'est encore du cinéma. Oui, il y a de la... Disons que ça donne de la plus-value. Hey, bloc 7, déjà. Oh, OK. Là, on est rendu au moment où on prend un petit break de torture, puisque là, ça en fait quand même une coupe de torture qui déferle. Là, c'est le moment où Ilsa couche avec son petit blond. Donc, et voilà, et ça dure très, très longtemps. C'est clair. Ah ouais, donc là, juste avant de passer à l'acte, elle lui dit... I need to feel you inside me. Et j'ai noté aussi que pendant... Je trouve ça très drôle parce que pendant qu'elle le ride, hein, she's on top, elle arrête pas de lui dire stronger, harder. Genre, bitch, you got the lead. Ouais. Moi, personnellement, tu sais, comme ces scènes-là, je les trouve incroyablement mauvaises. De toutes les scènes de cul dans ces films-là, je les trouve vraiment pas bonnes. Donc, ça ne fait pas exception. Elles sont pas très émoustillantes, qu'on se le dise. Le seul intérêt narratif là, de cette scène-là, c'est qu'on comprenne qu'il y a un lien qui va se créer là, entre elle et ce gars-là, parce que c'est le seul gars, dans le fond, qui lui résiste un peu. C'est le gars qui dure le plus longtemps en termes d'érection, de ce qu'on comprend, tu sais. Puis c'est aussi le gars qu'elle respecte ultimement, puis qu'on comprend qu'elle va pas nécessairement le sacrifier tout de suite, puis qu'elle va pas lui donner une chance. Parce que c'est le gars qui lui donne le plus de plaisir sexuel, alors il sera un peu épargné. Bref, ce gars-là, c'est le haut pour la rébellion. Parce qu'il y a comme une rébellion là, à l'interne dans la prison là, pour s'évader de cette Ah oui, j'y arrive bientôt. Alors voilà, donc, tu sais, mais c'est juste pour ça, pour de vrai, là, parce que le rapport sexuel en tant que tel est d'une médiocrité. D'abord, il se passe rien, ils bougent pas, ils sont un sur l'autre, mais il se passe rien. Tu sais, des fois, on peut deviner. Ils sont très vocaux, par contre, ils sont très loud. Mais là, la suggestion, là, elle donne rien, là. C'est vraiment quelqu'un qui se frotte sur une autre personne, puis on voit Sweet Fuck All, puis... ça aurait été le temps qu'on voit quelque chose, là. Mais on n'a rien vu. On voit ses seins, on les voit beaucoup. Quand c'est le temps de voir les seins d'Ingrid, là, la caméra est là. Et justement, tout de suite après cette nuit, parce que maintenant on pense que c'est fini, mais non, there's a round 2. Et après la round 2, ben, le petit blond, il retourne dans sa cabine, et là, tous ses camarades sont comme « Ah, ben voyons, c'est la première fois qu'un homme revient du boudoir de la commandante. » Et là, il explique très humblement à son camarade qu'il peut bander aussi longtemps qu'il veut. Hein? All night, if necessary. Et tout simplement, il peut tenir aussi longtemps qu'il veut. Good for him. Ça lui sauve la vie. Puis Elsa est bien contente. Prochain bloc. Là, ah oui, triggered warning. Là, il y a beaucoup de torture. Là, c'est de plus en plus élevé. Plus on en voit. On a premièrement un shot, un beau shot du film. 2 femmes qui sont suspendues par les pieds. En fait, non, c'est pas 2 femmes, c'est les deux qui se sont fait fouetter. Le petit couple qui s'est fait fouetter à mort. Ouais. Ben, ils ont été comme avertissement aux autres détenus. C'est une scène très graphique d'ailleurs. Ah oui. Beaucoup de sang. Le sang il est hyper réaliste.
c'en est une scène qui est vraiment hyper graphique, là. Tu sais, tu prends un shot de ça, n'importe quel, tu mets ça, tu montres ça à quelqu'un, c'est un film d'horreur. On n'est pas du tout dans un film X, on n'est pas dans un film excitant sexuellement. Là. On est vraiment dans un... C'est dans ta face. On est dans un film d'horreur, vraiment pur et dur. Puis, ouais, j'avoue, c'est vrai que ce moment-là, en plus, il est assez... Non, c'est assez dérangeant. Et évidemment, en voyant ça, les détenus commencent à parler d'évasion, hein, à parler rébellion. Et après ça, on passe à la scène du gars de Miché électrique. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais... Ouais, ben ça, c'était pas pour la petite rebelle qui voulait pas se faire raser, là. C'était pas pour Anna, justement. Anna, elle passe en dernier. Ah. Mais elles en passent quelques-unes avant, et quand vient le tour d'Anna, ben elle résiste, là. Les deux, ils échangent un long eye contact, et ça, elle attend qu'elle cède, puis on entend le gros... Mais ça, c'est super lesbien, ben porn, oui. au bout, avec une petite touche... Again, là, c'est pas pour parler de sadomaso, mais je veux dire, bordel, c'est du nazi-exploitation, donc t'as quelqu'un qui donne de la douleur, puis t'as quelqu'un qui en reçoit, là. C'est vraiment ça. T'as les commandants avec les outils de torture, puis t'as les détenus qui subissent. C'est assez simple, en fait, là, tout ça. C'est juste que c'est basé sur des faits vécus, c'est ce qui rend le tout un peu dégueulasse et imbuvable. Ouais. Mais bref, Anna, elle est tough, et elle réussit à ne pas crier, ne pas pleurer. Ilsa semble un peu déçue, mais elle s'en va. À quel point ça te manque Chris, girl, là? Comment? Pour vrai, en tout cas. Après ça, Ilsa se déplace dans ou plutôt devant une chambre à pression, hein, où là on trouve une fille enchaînée sur un mur pendant qu'il augmente la pression de la chambre. Donc voilà, elle finit par vomir du sang. Et ouais, non, on voit pas grand chose, mais on l'imagine très bien, on l'entend très bien. L'idée est assez dérangeante. Bref, la fille implose. Et finalement... La fille implose. That's it, gang. J'aurais dû commencer par ça, ça aurait été plus simple. Ah, non, c'est quand même, en tout cas. La dernière scène, ça c'est celle qui me... À chaque fois, je la trouve rough, celle-là. Ilsa est bouillante, en fait, une fille, dans une baignoire d'eau bouillante, puis elle monte la température. La température est supposément à 85 degrés. Ça fait 10 minutes que la fille est là, puis on voit très bien sa peau qui a tout fondu. Ouais, elle bouille vivante. Ah, c'est horrible. C'est dégueulasse, là. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Horrible. Ouais, dégueulasse. Ah, prochain bloc. Et voilà. Pour la prochaine scène, ils peuvent se gâter, parce que là, c'est une autre très longue scène de cul, durant laquelle le petit blond ne va pas coucher avec Ilsa, mais avec Ingrid et Maigrette, pour prouver à Ilsa que non, ce n'était pas un rêve, il est bel et bien l'étalon qu'il est. Tu vois, je me rappelais pas de ça. Moi, je tapais les deux gardes. C'est du gros filler, là. Okay, oh my god. Ouais. C'est très très long. Il se tape les deux. Les deux gardiennes, puis là, Ilsa est dans son fauteuil, puis elle regarde ça, puis elle est comme wow. Une à tour de rôle. Ah, ben il y en a une qui finalement est dans le coin, puis elle attend qu'ils finissent avec l'autre. Ok. Je me retaperai pas cette scène-là, honnêtement, juste pour le fun, là, de ma curiosité, mais pour satisfaire ma curiosité. Bref, pendant ce temps-là, l'ami du blond, on va l'appeler l'ami du blond, il y en a pas d'autres, il va jaser évasion avec les détenus. Et là, on revient à Ilsa, qui là, elle s'est rendue compte que ce n'était pas un rêve, donc m'a le taper pour vrai. Donc, une autre scène de sexe avec son petit blond. Et c'est la scène où est-ce qu'elle fait un striptease. Oui, le gars commence à être plus dominant avec elle. Il est comme, oh, slowly, no, you're top first. Puis là, elle est super contente, puis à la fin, elle s'en va vers lui, puis elle s'écarte les seins, comme ça. Je sais pas pourquoi, mais elle fait ça. Ça t'a marqué, toi, ça, hein? Elle t'a marqué, cette scène-là, je pense. Absolument. Ah ouais, je vois ça, là. C'est sûr que c'est un moment qui surprend. Bloc 10.
Justement, le premier mot que j'ai noté, c'est surprend. Parce que Ilsa surprend Anna qui parle évasion dans le dortoir. En fait, c'est un des seuls plans larges qu'on a, comme je te parlais tantôt. Ce plan-là, il est interminable, il bouge pas du tout. On voit Anna qui dit ah oui, faisons notre rébellion, et là Ilsa rentre et ah ouais, vous planifiez une rébellion, blablabla. Bla, bla. Ça bouge pas du tout. En même temps, ça fait du bien un plan large, hein, parce que... On respire. Oui, on respire, puis là, on a comme... on redécouvre qu'il y a un set, là, puis... I don't know, je sais. Qu'ils ont eu pour free. For free. Oh, ouais. Fait qu'après ça, Elsa décide de punir Anna encore, parce qu'Anna, c'est vraiment sa souffre-douleur. Et là, ce qu'elle lui fait, c'est clair, mais c'est pas clair en même temps. Elle lui montre un genre de pétard, je sais pas trop quoi, là, mais un truc qui est très très inflammable. OK. Puis elle lui explique c'est quoi. Elle dit tu sais quoi ce truc-là, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais ça brûle, ça arrête pas de brûler, puis si ça va dans toi, ça va faire fondre ta chair, Il décrit vraiment graphiquement ce qui va y arriver pour finalement lui insérer le bout, le petit bâton brûlant dans le vagin. Et Anna, she's a strong little cookie, elle n'a pas de réaction du tout. Très réaliste. Très réaliste, pas de réaction du tout, ne s'évanouit pas, rien. Après ça, Ilsa... Ça, c'est elle qui a pogné les nerfs en se faisant raser, hein? Non, celle qui a pogné les nerfs en se faisant raser, c'est elle qui a fini violée et tuée par le groupe de soldats. Voilà, c'était pas la même. Le personnage tellement riche dans cette... riche et marquant film. et... Ouais. On devrait quand même avoir plus d'empathie que ça. Non, j'en ai. C'est pas de l'empathie que j'ai pas, c'est de la compréhension. C'est de l'amour pour le film que j'ai pas. Je sais pas comment le dire. Ouais. Non, je comprends. On est avec toi. Oui. Bref, Anna est encore en vie. Et là, Ilsa commence à dire oh, maybe she's the one we've been waiting for. Parce que bon, cette fille-là, en fait, prouverait carrément la théorie d'Elsa, comme quoi les femmes sont faites plus tough. Là, après ça, parallèlement à ça, on a une petite discussion plate, parce que là, le petit blond, il a commencé à avoir une autre détenue qui s'appelle Josette. Il a commencé à planifier une... Ben oui, il date, lui. Oui, il date la petite Rosette. Ça va très bien, ses affaires, le petit blond. Hein? D'ailleurs, dans le film, lui... lui, il baise, il se fait pas torturer, il est sa cruise. Il baise jamais de même en liberté. Il a jamais autant baisé depuis qu'il est dans un camp de concentration. C'est assez ironique. Good for him. Yeah, well... Pardonnez-moi. J'ai un chat dans la gorge, hein, Sushi? On te pardonne, ce n'est pas Sushi. Pas cette fois. Ah, là, on arrive à l'arrivée du Generald. Je sais pas si tu te rappelles du... Ah oui, lui, il est mémorable. Il est mémorable dans sa nullité. Mais en même temps, il est pas bon, puis il est bon. C'est bizarre, hein, de dire ça. Sur son casting fait que tu y crois. Il a l'air d'une espèce de gros Allemand sous pis fou. Mais en même temps, son jeu, il est comme... On y croit. On y pas... croit, mais I don't know, je l'aimais pas tant que ça. Mais en même temps, il a l'air de gros Allemand fou. Non, bien casté. En manque, là, manifestement. Là. Ah ouais, puis justement, il se gêne pas pour dire à quel point il trouve Elsa jolie. Oui. Juste avant qu'elle lui fasse un petit tour guidé des lieux, hein, donc elle va lui montrer ses avancées scientifiques, médicales. Elle commence par lui montrer une patiente qui se fait opérer à froid, en fait, dans une salle d'opération. Sans anesthésie. Sans anesthésie. Elle a un gros trou dans le ventre, elle se fait enlever les organes en étant tout à fait consciente. Et là, le général, lui, il regarde ça, puis il est comme interesting. La prochaine patiente, elle se fait infecter avec des asticots, donc... Elle a comme un gros trou dans le genou avec plein d'asticots qui supposément vont l'infecter de je sais plus trop quel virus. Là, ils veulent créer une arme bactériologique. La prochaine, elle a une grosse incision dans le bras et il l'injecte avec, je cite, du pu de gangrène.
Je me rappelais pas du terme exact. Là. C'était gangrene pus. Ah, wesh. Mais c'était vraiment dégueulasse comment c'était présenté. Je me rappelais pas le terme. Là. Oh my god, arc. Ah oui, c'est comme s'il essayait de colmater une fissure. Ouais. Colmater une fissure avec du pu. Du pu de gangrène. C'est toujours. C'est tellement spécifique. Ouais. Ah, la guerre, hein. OK. Donc là, son prochain spécimen, c'est Anna. Et là, elle précise au général que Anna, c'est son projet personnel. Hein. Elle s'est permis des petites expérimentations supplémentaires. Donc, elle lui montre Anna qui est maganée en esti. Et là, je me rappelle que le plan est vraiment terrifiant. On voit juste ses jambes qui dépassent du lit, pis c'est des jambes toutes maigres, toutes ensanglantées, pleines de lésions. Anna est un martyr. Anna est un martyr. Dans ce film-là, vraiment. Et le général, au départ, il est pas très content. Il dit « T'as pas d'affaire à faire des expérimentations comme ça dans mon dos sans me le dire. » Mais là, après ça, il réfléchit un peu puis il dit « Mais en fait, il fallait du guts, ma fille, puis je suis content que t'aies fait ça. » Au début, tu fais comme, bon, quelqu'un qui a un peu d'humanité qui va dire « Elsa, t'es une crise de folle, je te fais barrer de ta profession. » Ben non, toi, ça dure même pas 30 secondes que c'est comme « Oh, finalement, hey, you're great, whatever. » En tout cas, il donne quasiment une médaille. Ah oui, puis là, elle lui dit qu'elle a une dernière surprise pour lui. Et là, elle l'amène au banquet. Où est-ce qu'on a une scène très sale, je trouve. Là. On a une femme nue, évidemment, debout elle est debout sur la table. Elle est debout au bout de la table. Elle est debout sur un gros bloc de glace. Un gros bloc de glace. Géant. Puis elle est pendue, en fait. Elle a la corde au cou. Et là, on devine que plus le glaçon fond, plus elle va asphyxier. En fait, on comprend qu'elle est retenue à la gorge avec la corde. Elle est déjà sur... en fait, la glace fond progressivement. Puis, à un moment donné, ben, elle a beau se mettre sur la pointe des pieds ou en tout cas faire ça comme on veut. Éventuellement, elle ne pourra pas avoir d'appui avec ses pieds. Et donc, elle va mourir. Ça va être une très lente agonie. C'est assez terrible. C'est horrible, ouais. Donc, pendant que justement elle se meurt et elle agonise, on voit que le général, il a bien du fun. C'est l'extrait que moi je trouve qui est très Marquis de Sade dans le film. Oui, c'est vrai que ça faisait très 120 journées de Sodome. Pas nécessairement 120 journées de Sodome, mais je dirais plus l'univers du Marquis de Sade en général. Juste le fait d'avoir une femme comme ça dans cette situation-là, banquet, tout, ça fait vraiment. Mais la scène est assez difficile à regarder, puis elle est très longue en fait, parce qu'on voit la glace fondre assez lentement. Puis bon, ben tout le monde s'amuse, c'est la fête, c'est le gros party, c'est l'orgie limite, là, pendant que cette femme-là, elle capote, puis elle arrête pas de se demander si elle va mourir. Fait que le film est vraiment comme... voilà. Ah oui, tout le monde a du fun. On voit par contre qu'Ilsa, elle se fait chier, puis qu'elle attend juste de pouvoir rejoindre son petit Américain. Moi, j'aimais bien l'acting de Diane Thorne à ce moment-là. T'as le général qui pogne la main, puis il danse comme ça, puis elle a juste on voit qu'elle fake, là. Ah ouais. Elle a pas le goût d'être là. Après coup, on revient à la brunette, la gardienne brunette, qui viole. En fait, c'est un autre viol collectif, mais cette fois-ci, c'est elle qui commence. Elle se jette sur la fille, elle dit Me first and then all of you. Okay. Esprit d'équipe, on aime ça. Après ça, on en revient à Ilsa, qui maintenant est seule avec le général. Donc, pour avoir le général, pour être certain d'avoir de son bord, écoute, elle s'offre à lui, hein, elle commence à se dévêtir, et là, il lui dit Nine! Commence à la guider un peu, il lui dit enlève juste ton bas, garde les bottes. Ilsa comprend pas trop, et finalement va tout simplement lui demander de lui pisser dessus. Et voilà, ça y tente pas trop, on le voit encore une fois dans sa face, mais écoute, c'est son supérieur, elle veut garder sa job, elle s'exécute.
Fait que c'est aussi intéressant de voir que, tu sais, au cœur de tout ça, Diane Thorne était, elle aussi, évidemment, vraiment au cœur de l'exploitation même de tous ces films-là, avec sa physionomie, puis avec ce qu'elle fait aussi, mais je veux dire, tu sais, à cause de ses seins, bon, il y a les années 70, là sans trop faire une étude là-dessus. 510. Mais Diane Thorne, en tant que telle, fait partie du sujet de l'exploitation. Donc, Diane Thorne qui pisse sur le gars, c'est comme... Ça fait partie encore du traitement de l'exploitation. Même si on n'est pas dans du nazi-exploitation en tant que tel, ça reste que c'est ça, tu sais. Donc, quand je dis qu'on est beaucoup dans un film porno... Il y a beaucoup de fétiches. Beaucoup oui, de fétiches. vraiment, vraiment beaucoup. Oui. Ouais, mais c'est vrai, mais plus j'y repense, il y a beaucoup de trucs avec... Comment... Pas du shibari, là, mais des... Bon, je garderai peut-être pas peut-être ça. Ouais, il y a beaucoup de trucs avec le bondage, même si, bon... La limite est mince entre ce qui est érotique et horrifique là-dedans. C'est ce qui est très... Ben, je pense que c'est ce qui fait aussi que ce film-là est unique, puis il a comme traversé le temps d'une certaine façon, puis le petit warning qu'on a au début, je reviens encore à ça, mais il est comme annonciateur aussi de l'expérience qu'on va vivre, tu sais. Il y a quelque chose d'unique, puis pas nécessairement pour les bonnes raisons avec ce film-là, qui fait qu'il est un petit peu indéfinissable, puis on peut pas vraiment le comparer à rien d'autre, puisque c'était de ce que j'en sais, le premier. S'il y en a eu d'autres avant... Obstinez-nous dans les commentaires. Eh oui. On parle de nazi-exploitation, pas de film de prison de femmes, là, mais bien de nazi-exploitation. S'il y a eu un nazi-exploitation officiel avant Ilsa, la Louve DSS, eh ben, manifestez-vous. Ouais, on veut voir moi, ça. Moi, la première, je suis intéressée à savoir de que c'est. Le lendemain matin de la Golden Shower, dis-je, le petit blond va rejoindre Ilsa. Et là, Ilsa, là, est contente, elle est complètement soumise. Elle se fait attacher au lit. Elle est très into it jusqu'à temps que le gars la bâillonne. Donc là, elle peut plus crier. Elle comprend qu'elle vient de se faire... Ben, en fait, c'est qu'au début, il me semble que c'est présenté un peu comme un genre, pas de game, mais qu'il y a comme un genre de reverse power, puis que là, c'est lui là, qui veut comme prendre contrôle sur elle, puis qui veut comme qu'elle soit attachée, puis offerte, puis tout ça. Puis elle trouve ça super excitant parce que ça lui arrive pas. Fait que là, elle est comme contente, puis un homme qui a pas peur de son pouvoir, I don't know, puis qu'il y a run. Puis là, ben... Et non, Ilsa, tu as été prise à ton propre piège. Il le tease. T'as bien baisé, et voilà. Et hop. Ou presque. Ou presque. You wish. Puis là, ben, c'est fini. Et voilà, il se sauve, et elle reste là, attachée. Ben oui, comme une dinde. En même temps, on est quand même content de ce moment-là. Tu sais, elle est pognée là, elle est attachée. Pendant qu'elle est attachée, elle fait pas de mal à personne. Ilsa est attachée, elle a plus d'autorité, donc c'est le rébellion. Donc là, les prisonniers et prisonnières nus vont sortir poignarder des gardiens, trancher la gorge à des gardiens. Tout explose partout. Il y a des tireuses de mitraillettes tout nues. Les 3 gardiennes finissent par se faire... les 3 méchantes gardiennes. Donc les 2 blondes et la brune se font achever par le groupe de femmes qu'on avait toutes vues dans le dortoir au départ. Donc... Alors en fait, il y en a une couple qui sont partis, mais celle qui est à moitié défigurée... Avec la syphilis. Je sais pas si ça fait ça, en fait, la syphilis. Je sais pas si c'est vraiment ça, le symptôme. Ça peut-tu monter jusque dans ta face? Oui, absolument. Ah, ouais? Absolument, Ouf. oui. À un certain degré, mais tu sais, je suis pas... Je suis là, on va faire plus de recherches next time. Je suis pas spécialiste de ça, mais genre, j'ai vu ça traité dans d'autres films. Damn. Et dans certains romans, donc voilà. OK. Oui. Bon, ce sera pour un prochain épisode. Mais là, tu sais, je dis ça, moi, c'est quand même à valider complètement cette information-là. Là. Tu sais, je tiens à préciser. Là. Nous validerons. Mais bref, en un temps assez record, tout explose. Les méchants sont morts.
En parallèle, Elsa est encore... Les méchants sont morts. Les méchants sont morts. Ben, Elsa est encore vivante. Par contre, elle est encore attachée dans son lit. Ouais, puis le gros German, il est encore vivant. Là. Ah oui, mais il est parti, le général. Il partait le lendemain. Il est déjà plus là à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Mais Anna, qu'on pensait morte, non, c'est pas vrai, elle est encore vivante parce que c'est She's the One. Ouais, c'est elle, il y a quelque chose de... On dirait qu'elle revient entre les morts. Par contre, on la voit, là, puis elle est ça, mais comme... c'est comme ça relève du martyr, littéralement, là, elle. Là. Ouais. Ah oui, puis ça, c'est la séquence qui faisait très film d'horreur aussi. Je trouve où est-ce que Anna, elle rampe là, avec un couteau à la main, elle rampe vers Elsa oui, qui est vraiment. attachée, elle se rend jusque sur elle et pour la poignarder dans le cœur et là, arrêt cardiaque, ça fait vraiment chier. Il y a quand même quelque chose d'hyper esthétique dans cette scène-là, pour de vrai, qui montre que, mon Dieu, mettons qu'on aurait enlevé tous les éléments de porn, cheap, de boîte, puis le contexte de nazi. Finalement, si ce film-là, ça avait été un film d'horreur, puis qu'on aurait enlevé tout le reste, c'est un film qui aurait peut-être eu quelque chose de plus intéressant. I don't know, mais il y a quand même une belle esthétique dans ce film-là, again, à plusieurs moments. Ça, c'en est un autre, d'ailleurs. Puis c'est assez fascinant, et je pense que les effets spéciaux sont encore une fois derrière ça. Des fois, les effets spéciaux, ils vont vraiment trahir le budget d'une production. Dans ce cas-ci, les effets spéciaux, ils comme donnent l'impression que finalement, t'avais peut-être un petit peu plus de budget que prévu. Ouais, mais David Cronenberg a fait confiance au même gars dans ses débuts. Ouais, en tout cas. En parallèle, parce que je pense que c'est la même année, en parallèle, il travaillait sur Shivers. Shivers, c'était pas 76? Peut-être, faudrait. Ça aussi, ça va être à valider. Ouais, à valider. On arrive à la fin du film parce que là, il y a un gardien qui arrive dans la pièce qui trouve Ilsa attachée avec Anna qui est morte on top. Et là, Ilsa, elle est comme « Ah, cool, j'ai un blond aux yeux bleus qui vient me libérer. » Et non. Il bute Ilsa, hein, une bonne balle dans la tête et puis là, elle va revenir pour les 2 prochains films, mais pour celui-là, elle est plus là, elle est partie. Le film se termine avec le petit blond et Josette qui se sauvent ensemble, un petit freeze frame sur eux avec le générique. C'était Ilsa, la louve des SS. C'est intéressant de voir aussi que il avait absolument pas prévu qu'il allait avoir une suite, parce que clairement, pour finir le film comme ça, il fallait pas prévoir de suite, mais donc c'est ça, il y a eu un engouement pour le film définitivement, puis ils ont fait OK, il y a de l'argent à faire avec ça, on va y aller avec une suite. À quel point tu penses qu'il avait prévu cet engouement-là? Il y en a eu 4. Non, absolument pas. Puis pour de vrai, il y en a quand même eu 4. Tu sais, c'est quand même pas rien. On regarde les Evil Dead, qui est un phénomène exceptionnel. Qui continue encore, d'ailleurs, les Evil Dead. Oui, puis pensez à Bruce Campbell. Là, j'ai vu la nouvelle passer il y a pas longtemps, mais j'ai appris qu'il était atteint d'un cancer incurable, comme il dit, traitable, mais non. Il peut pas guérir, mais il peut comme... En tout cas, ça m'a vraiment fait de quoi de lire ça. Bref, il y a eu quand même 3 films Evil Dead qui ont été faits, en lien avec Diane Thorne, qui a joué comme dans 4. Oui. Il se l'ouvre DSS. Le rôle de leur vie. C'est vrai. Ouais, exactement. Je pense qu'elle aussi, ça a été pas mal le rôle de sa vie, tu sais. Puis quel rôle. Quel rôle. Mais pour de vrai, c'est ça. Je pense quelque chose de vraiment ambigu avec ce film-là. Il y a des moments qui sont tellement graphiques qu'on est vraiment dans quelque chose de super rêvé, pour vrai. Fait que, tu sais, le warning au début, il est pas tant futile, parce que moi, ce genre de contenu-là, je le gère relativement bien, mais tu sais, je connais quand même du monde que ça va vraiment pas passer, puis je pense même encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu... Puis là, ça a-tu mal vieilli? T'sais, je pense que le terme, on peut pas l'utiliser. Ça a pas mal vieilli. Tu peux pas mal... C'est pas un film qui peut mal vieillir. Ça a toujours été mal. C'est un contenu qui était fait pour consommer à l'époque, point. Il peut être aujourd'hui vu peut-être plus comme un objet de curiosité ou comme un film de cul tordu avec des scènes plus gore pour un public plus averti. Mais sinon, je pense qu'il doit être plus vu comme un objet de curiosité, un film qui a eu une popularité à l'époque. C'est pas quelque chose qu'on peut évaluer, dire ça a bien vieilli. Tu peux pas bien vieillir avec ce genre de contenu-là. C'est impossible. Donc, voilà. De toute façon, ce genre de contenu-là serait impossible aujourd'hui.
Est-ce qu'Ilsa, la louve des SS, traverse l'épreuve du temps? Oui. Est-ce qu'il le fait bien? Oui. Je dis oui parce que Christy, c'est disponible sur Amazon Prime. On peut checker ça sur sa TV intelligente. Mais moi, je sans pense trop que de ce qui problème. traverse le temps, c'est justement le fait que c'est une curiosité, puis c'est une curiosité qui a été super marquante, puis qui est un beau reflet de son époque. C'est peut-être pour ça qu'on voit pas les autres. D'ailleurs, la suite, t'sais, on voit peut-être pas la nécessité. Ce film-là, c'est juste assez. Il y a vraiment comme... C'était quoi l'époque des années 70 pour que ce genre de film-là passe au cinéma mainstream et non pas des cinémas porno et qu'il y ait quand même un public pour aller voir ça. Le public est très relatif ici, mais il y avait quand même du monde qui allait le voir, bordel, là, au cinéma, tu sais. Puis c'est quand même assez dingue de penser à ça aujourd'hui. Puis il y avait aussi quelque chose de... Oui, il y avait quelque chose de féministe dans ce film-là, mais c'était féministe au travers d'un male gaze super fort, donc c'est extrêmement relatif comme féministe. Inconsciemment féministe, peut-être. Mais tout ça aussi, ça fait partie du reflet de son époque, donc je pense que pour plusieurs raisons, c'est vraiment, comme j'ai dit, une espèce d'objet de curiosité. Je pense que c'est ça qui fait que c'est très unique comme film, puis c'est peut-être ce film-là qui va traverser le temps et non pas ses suites. Juste pour dire, ça a existé, on a déjà fait ça, on s'est rendu là, ben oui, on n'a pas d'allure. Sorry. Oui, Et on continue. Of course. Tu sais, c'est quand même fou de penser à ça parce qu'aujourd'hui, ce genre de film-là, c'est complètement impensable. Pas non plus oublier qu'on est quand même dans du cinéma d'exploitation. Donc, tu sais, Elsa, il y a aussi comme beaucoup de codes de films d'exploitation, de porn, puis de tout ce qu'on voudra, qui fait aussi que c'est un film qui, aujourd'hui, aussi ce genre de traitement de formule-là, de formule-là n'existe plus. Pour le mieux, j'imagine, je sais pas, je vais pas condamner le genre, mais le film d'exploitation a quand même duré beaucoup plus longtemps que le Nazi-exploitation, puis dans ce courant-là, ben il y a eu le Nazi-exploitation. Mais enfin... Beaucoup d'essais-erreurs. Oui, ben en fait, comme Diane Thorne, juste à cause de son physique, puis sa poitrine généreuse, naturelle, puis bon, il y avait aussi une espèce de kick pour un certain groupe d'âge. Ben, cette femme-là, tu sais, elle aurait pu avoir une carrière hyper populaire pour faire des je sais plus combien de dizaines de films. Puis peut-être que c'est le cas, là, je connais pas la carrière de Diane Thorne, là, alors... à valider ça aussi, là, ceux qui ont entendu qui font elle a fait plein de films, là, en fait, elle avait eu pas mal de rôles. On est ouvert à ça, là, on le sait pas. Là, elle a eu un succès, entre guillemets, assez tardif parce qu'elle avait fait beaucoup de... Elle avait eu une couple de rôles avant, mais des petits rôles. Elle avait fait une apparition dans un vieux Star Trek les années 60. Elle avait fait... Ah oui, c'est vrai! Ben oui, c'est vrai! Elle a fait de la vieille série B. Genre, elle avait fait un film qui s'appelle genre... Oui, elle avait déjà pas mal de millage, en fait, quand elle est arrivée avec Ilsa, la louve des SS. Elle avait déjà quand même été dans une couple de films avant, là. Fait que ça a comme consacré mais tu sais, jamais un rôle... c'est jamais elle qui était en premier plan, vraiment. Non, là, c'était le premier rôle, là. Oui, c'est le premier rôle où les gens... C'était elle, la star du film, littéralement. C'était la première fois que les gens vraiment la remarquaient, puis malheureusement, ben, elle est restée très associée à ce personnage-là. Ah non, mais c'est sûr. C'est comme... tu peux pas te... Je pense, elle disait en entrevue à un moment donné qu'elle aurait aimé ça. Elle aurait aimé ça faire de la comédie. Elle a eu un petit rôle dans une comédie des années 80. Je sais plus exactement c'était quoi, mais c'était quelque chose d'assez mainstream. Puis elle faisait le père d'un personnage le père, oui, un père qui a changé de sexe. Un homme. Oui, un homme qui a changé de sexe. Ben, elle a un côté un peu androgyne, Diane Thorne. Elle a quand même des traits masculins. Une belle carrure. Ouais, elle a une mâchoire carrée. Elle a comme des traits... Elle a des traits masculins un peu quand même. Oui, elle semble grande. Elle fait un peu fanboy. Non? On se ressemble, moi, puis elle, ça. Non, je sais pas. Elle a un côté fanboy, peut-être, avec juste plus de seins, tu sais, puis... Ben, définitivement. Plus de pec. Puis une perruque, j'imagine. Parce que ça fait vraiment perruque, là, ce qu'elle a... Ça fait perruque, mais en même temps, quand elle est en entrevue et tout, elle a tout le temps ce même... Elle est tout le temps coiffée comme ça. Est-ce que c'est des perruques peut-être, mais je pense que... Moi, je pense que c'est voulu parce qu'il me semble qu'il y a un shot justement dans ça que je me rappelle. La perruque, elle change de bord. Il y a quelque chose qui m'avait comme gossé avec les cheveux. J'ai fait, ok, ça c'est une perruque, mais là, je me retaperai pas le film pour. Sa plus belle perruque, c'est dans le deuxième film, comme ça. Elle les a plus longs, ça tombe aux épaules, ça y va très très bien.
Wow! Ouais. Elle a même une petite. Elle a peut-être dans l'autre, mais une petite frange, une petite toupette carrée. En tout cas. À revoir. Bref, oui, ce sera pour un prochain épisode, peut-être. Ouais. Ilsa, la gardienne du harem. Voilà. Donc, c'était Tootsie et Isabelle Grondin pour le Café Plot. Merci Isabelle, j'espère que tu as eu du fun à jaser et faire pause et rejaser, faire pause et finir. Mais oui, du fun j'ai eu! Ouais. Avec un petit mot de fin. Merci. Merci. Parfait. Hey, tu me prends de court avec le mot de fin, là. Je trouvais rien. Désolé. Ben là, on peut reprendre ça. Peut-être un petit haïku. Je fais juste lire ça ou je donne un conseil? Ah oui, voilà. Okay. On va finir l'épisode de Café Plot de ce soir avec un petit haïku de saison. Alors, Isabelle va s'exécuter. Neige qui tombait sur nous deux. Es-tu la même cette année? C'est une bonne question. C'est de Matsuo Basho. Ah, ben voilà. Et quelle que soit la réponse, cet haïku est très intéressant, car bien qu'il soit très poétique, il soulève plein de questions, ce qui le rend d'autant plus amusant. C'est pas moi qui dis ça, c'est le texte qui accompagne la citation. C'est templeduhaïku.fr. Bon ben, merci beaucoup. Et vous à la maison, on se retrouve pour je sais pas quand, mais probablement bientôt. Hein? Salut!